Bonjour à tous, namasté, c'est Gilles Mansillon et je reviens à vous aujourd'hui pour finir cette série de courtes vidéos, tutoriels, introductions ou conseils pour ceux qui désirent consulter le tarot. Ça fait un peu plus de 25 ans que je me sers du tarot, j'ai même utilisé ça professionnellement à un moment donné, mais enfin maintenant que je suis connecté, j'utilise beaucoup moins le tarot parce que toutes les informations viennent à moi, donc si dans chaque moment présent il y a suffisamment d'informations pour être informé, mais bon, il y a des fois des situations qui permettent, qui demandent des fois d'être éclairci. Donc le tarot est un outil, un guide très puissant pour cela. Mais bon, il ne faut pas non plus le prendre trop au sérieux. Ne basez pas vos décisions fondamentales de votre vie sur une lecture de tarot. Essayez de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Le tarot n'est qu'un miroir pour ça. Et donc, vous avez toujours vos guides, tous les êtres de l'invisible, votre âme, votre esprit, votre créateur, toutes sortes d'aide à l'intérieur de l'invisible qui vous guident. Et le tarot, quand le tarot, vous mettez le tarot, c'est votre moi invisible qui vous reflète ça pour éclaircir les choses. Et donc le tarot peut être utile pour beaucoup de choses, pour observer, il y a plusieurs manières de demander, il y a plusieurs choses à faire au niveau du... il y a beaucoup de manières de le lire aussi, et donc la manière dont vous allez choisir le premier tarot, le premier livre, la première instruction va certainement influencer toutes les autres lectures que vous allez faire, parce que c'est un peu comme quand on apprend une première langue, cette langue reste imprimée à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Et donc même si après on apprend plusieurs langues, la langue maternelle reste essentielle, et donc c'est un petit peu le tarot, chaque jeu de tarot est une sorte de langage codé, codifié, et donc ce langage, selon le premier jeu que vous avez suivi, ça va généralement un peu conditionner, enfin vous pouvez toujours adapter votre vision, et puis bien sûr il faut adapter selon les jeux de cartes que vous lisez. Une dernière chose avant de passer à l'essentiel de ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est que avant de lire le tarot pour quelqu'un, c'est bien d'un peu connaître la signification de votre jeu de cartes, et puis c'est de calmer, de rester, de prendre un peu de temps pour respirer, pour que la personne que vous consultez ait le temps de vider son esprit, se sente bien, et à partir de là, déjà la lecture va être... que si vous lisez qu'il y a un peu de stress, le tarot risque de refléter ça. Donc déjà au départ, prendre le temps de calmer son esprit, et de vider son esprit, de respirer, est toujours une bonne augure avant de commencer une lecture de tarot. Et donc moi j'ai commencé avec mon premier tarot était le tarot de Thoth, Aleister Crowley, et donc ça conditionne un petit peu la manière dont j'interprète le tarot aujourd'hui. Et ce qui est assez particulier dans le tarot d'Aleister Crowley, si vous avez le fou, c'est que certaines cartes, Aleister Crowley, dans son livre Le Miroir de l'âme, apprend à aller plus loin quand on recherche il y a certains archétypes qui peuvent être négatifs, comme il y en a qui sont positifs. Et quand c'est négatif, c'est pas de laisser là-dessus, de rester là-dessus, mais d'aller chercher un peu plus loin pour savoir comment transcender, comment gérer cette situation plutôt que de rester sur un caractère un peu négatif. Donc voilà, je vais essayer de regarder un petit peu les cartes. Je vais mettre la caméra vers le sol, là, ici. Et donc parmi les arcanes majeures, le fou, Aleister Crowley nous apprend à tirer 4 cartes. Le fou, c'est le 0, c'est celui qui a fait le tour du jeu et qui n'a plus de peur. Théoriquement, il est passé par tout ce qui devait passer pour revenir au début. Et donc, ça demande un saut quantique dans le futur. Et donc il y a 4 cartes qui peuvent être tirées là-dessus, mais bon, je reviendrai un peu plus tard parce que bon, c'est la carte la plus complexe à gérer. Bon, après ça, le magicien. Le magicien qui est le pouvoir de Mercure, le 1, le créateur, savoir que vous êtes 1, c'est vous qui comptez dans la situation, et le pouvoir créatif sont 1 à l'intérieur de vous. La porte de l'intuition, bon, je ne vais pas passer toutes les cartes en revue, mais dans les arcanes majeures, il y a une arcane majeure qui demande qu'on regarde un peu plus loin. Et cette arcane majeure, c'est le pendu. Alors le pendu, quand il se présente dans une lecture, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être abandonné, c'est une perte de pouvoir, c'est quelque chose, il n'y a plus rien à faire que de s'abandonner, c'est un petit peu quelqu'un qui est sur la croix, mais il est à l'envers, et c'est comme si la vie éternelle avait été retournée à l'envers, et donc le serpent ici qui représente la sexualité est complètement, a perdu tout son pouvoir. Donc c'est vraiment chercher, une fois que vous abandonnez les choses qui
qui vous ont mis dans cette situation, qui ont mis la personne dans cette situation, qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire, cette carte demande un certain renoncement, une acceptation de la situation pour passer à quelque chose de nouveau. Donc, quand cette carte apparaît, vous pouvez expliquer que bon, il y a besoin de laisser certaines choses derrière pour arriver à quelque chose de nouveau. Et donc, une fois que cette chose est faite, vous pourrez tirer une carte et la placer par-dessus pour voir qu'est-ce qui se passe au-delà de cette situation. Et donc voilà. Dans le Aleister Crowley, il y a une carte blanche et une carte noire. Bon, moi, chacun les utilise comme il veut. Vous n'êtes pas obligé de les laisser. Les cartes blanches, cartes noires, des fois, peuvent être agréables parce que ça crée une sorte de mystère. Et bon, la carte noire est plus une carte de pouvoir que vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais donc c'est très personnel. Et bon, chacun décidera de ce qu'il veut en faire. Après ça, bon, on va commencer par les quatre éléments sont présentés sous la forme de feu, d'eau, de terre et d'air. Alors d'abord les cartes de feu sont représentées par des bâtons. Alors les cartes qui demandent un peu d'explication, c'est les cartes que je vais présenter ici, c'est-à-dire c'est pas forcément des aspects négatifs, mais c'est des cartes qui demandent un peu d'information. Alors d'abord l'As de bâton est la deuxième carte la plus forte dans le tarot. C'est vraiment une carte d'illumination et de pouvoir, un nouveau pouvoir, une nouvelle force qui arrive. Et donc quand cette carte apparaît, vous pouvez la laisser comme ça parce que c'est juste un très très puissant. Mais vous pouvez aussi tirer une carte par-dessus pour voir dans quelle direction ce pouvoir doit être utilisé, cette force doit être utilisée. Alors après ça le 2. Après ça, le 3 de bâton est aussi une carte qui représente la vertu, la pureté, une sorte de fenêtre ouverte sur quelque chose d'autre. Mais à l'intérieur de la vertu, de la purification, il est toujours aussi possible de tirer une autre carte par-dessus pour voir dans quelle direction, quel est le domaine de vertu ou de principe que vous devez élaborer à l'intérieur de l'explication du jeu. Après ça, le 5 de bâton est aussi une carte qui représente les désirs, c'est-à-dire on cherche à avoir quelque chose mais on ne l'obtient pas, donc on devient frustré, ça s'appelle strife. Et donc c'est une carte aussi qui nous demande de laisser nos désirs inassouvis derrière pour pouvoir accepter le moment présent, le bien-être du moment présent, et ces choses, ce qu'on désire revient naturellement à nous quand c'est le moment. Mais donc tant qu'on a des désirs qui ne sont pas remplis, ça nous laisse quelque peu, ça crée une situation qui n'est pas forcément très agréable. Et donc ça, c'est aussi une carte, le 5 de bâton, qui a besoin d'être expliquée. Donc tirer une autre carte pour savoir, une fois que ces choses on peut se relaxer, c'est-à-dire arrêter de rechercher des choses inaccessibles dans le présent, revenir sur des choses qui sont accessibles dans le présent pour pouvoir voir ce qui se passe après ça. Le 6 de bâton est aussi une carte qui généralement représente la victoire dans tous les jeux de tarot. Et chez Aleister Crowley, ils nous apprennent à tirer 3 cartes par-dessus cette victoire, bien que ce soit un aspect positif, qui dit qu'est-ce que cette victoire représente, la première carte, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, et qu'est-ce qui va nous aider sur le chemin de la victoire. Voilà les 3 cartes qui peuvent être posées, 3 questions qui peuvent être posées à la suite de cette carte. Après ça, je vais voir... Ah oui, alors après ça, chez les bâtons, il en reste une, c'est le 10 de bâton qui est l'oppression, c'est-à-dire la vie nous force, tant qu'on n'a pas fait quelque chose, la vie va continuer à nous oppresser, nous opprimer jusqu'au moment où on réagit. Donc c'est une question de réagir. C'est Saturne en Sagittaire, qui est actuellement d'ailleurs Saturne en Sagittaire. Et donc ça demande de tirer une carte pour savoir qu'une fois qu'on a adressé ce problème, qu'est-ce qui se passe. Bon, alors les 4 cartes, la princesse, le prince, le roi et la reine, bon, tout ça c'est toujours des choses très positives. Toutes les cartes sont très positives, on ne peut rien rajouter sur les figures. Alors après ça, dans les coupes, généralement, les coupes ça représente l'eau, avec le Saint Graal, l'échange d'amour, l'intimité, la célébration. Après ça, la carte qui demande peut-être un peu d'éclaircissement, ça peut être le 4 de coupe, parce que c'est la lune en cancer, et donc c'est beaucoup d'émotions. Donc là, ici, il nous montre que les émotions doivent être contenues pour pas déborder et créer des problèmes plus tard. Donc voilà, on peut tirer une carte pour savoir comment nous aider à ne pas laisser ces émotions, être débordantes. Après ça, dans tous les jeux de cartes, le 5, dans tous les jeux de tarot classiques, le 5 de coupe, ici, représente, je sais pas que vous voyez, oui.
Le 5 de coupe ici représente les déceptions, disappointment. Alors, on peut pas, des fois, bon, on a des attentes qui sont pas remplies et donc ça crée une sorte de déception, de disappointment. Et donc à partir de là, on a besoin de savoir qu'est-ce que sont, à propos de quoi, quels sont les disappointments. Donc on tire une carte pour savoir quelles sont ces déceptions. Et après on tire une deuxième carte pour savoir qu'est-ce qu'elles nous ont appris. Et on tire une troisième carte qui nous apprend à comment on peut les éviter. Donc ces trois cartes permettent d'explorer le concept autour de ça. Le 6, bon, il n'y a bien sûr rien à dire, c'est le bonheur absolu, ça s'appelle le plaisir. Et donc par contre le 7 de coupe, ici, comme dans beaucoup de tarots, ça représente un petit peu une situation où il y a trop d'options, il y a tellement d'options qu'on ne sait plus quoi faire et donc on perd le plaisir à recevoir. Donc c'est vraiment une carte qui est un peu trop active et ça s'appelle la débâcle. Et donc tirez une carte une fois que vous ralentissez, une fois que le procédé, on peut ralentir le procédé. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc retirez une carte par-dessus celle-là. Et pareil pour la 8, qui est un petit peu le contraire, c'est-à-dire ça c'est la paresse, le manque de clarté émotionnelle, et donc les coupes sont en train de se vider et de se tarir. Et donc une fois qu'on réagit et qu'on arrête d'être indolent, qu'on arrête de perdre du temps avec des choses futiles, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc tirez une carte, comme la carte du 9, qui est le bonheur, et puis le 10, la satiété. Bon, encore une fois, après ça, il y a les cartes... il y a les figures. Et après, maintenant, on va chercher dans l'air. Bon, l'air, c'est peut-être la plus difficile dans le tarot. La clarté et la paix, les deux premières sont faciles. La troisième représente le sorrow, l'amertume. Et donc là aussi, c'est pareil, on doit tirer une carte pour savoir, une fois qu'on a dépassé, qu'on a guéri, qu'on accepte de passer à autre chose, qu'est-ce qui se passe? Parce que le sorrow ne peut pas rester là-dessus, quoi. Après ça, la carte de l'expansion. Alors ça, bon, c'est une carte aussi, le 5 d'épée, c'est aussi une carte qui représente l'illusion de défaite, c'est-à-dire tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir l'avoir, mais dans le temps, on a des challenges et des fois on n'arrive pas à atteindre ce que l'univers avait prévu pour nous, donc ça nous donne l'impression de défaite. En réalité, ce ne sont que des délais, mais bon, vous pouvez tirer une carte par-dessus une fois que nous avons renoncé à cet esprit de défaite et qu'on peut accepter la patience, la persévérance pour arriver à nos fins. Donc il n'y a plus besoin d'accepter ça comme défaite. Ça, le 6 représente un esprit plus scientifique et logique. Alors le 7, dans le 7 d'épée, représente les futilités et les doutes. Ça, c'est un peu vrai aussi, c'est un tarot assez traditionnel, c'est-à-dire c'est la lune en Verseau. Et donc, une fois qu'on passe par-dessus ces doutes, qu'est-ce qui se passe? Donc, tirer une carte par-dessus celle-là. Pareil pour le 8 le 8 d'épée représente les interférences, c'est-à-dire que votre volonté est distraite par rapport à là où vous voulez aller, donc, ou alors vous cherchez à faire quelque chose, mais la volonté des autres n'est pas en alignement avec la vôtre, donc ça montre des délais, du temps, un peu, le temps n'existe pas, mais ça permet il faut être patient, quoi, parce que tant que la volonté n'est pas dirigée ailleurs, les choses ne peuvent pas se passer. Donc Aleister Crowley, dans son livre, nous apprend à tirer 3 cartes par-dessus celle-là, cette interférence, le 8 d'épée, et donc 3 cartes pour 3 potentiels de situations qui pourraient se révéler une fois que la volonté arrête d'être interrompue par des distractions. Après ça, le 9 d'épée représente la cruauté, donc c'est un peu une souffrance qu'on s'inflige personnellement. Ça aussi, on veut tirer une carte par-dessus, et donc pour arrêter de s'en prendre à nous-mêmes, surtout, parce que la cruauté dans le 9 de pièce, c'est surtout quelque chose de très personnel. On a l'impression de ne pas mériter quelque chose, et donc on s'enfonce des épées pour dire « Ah oui, j'avais raison j'avais raison de ça, quoi ». Donc en fin de compte, on va tirer une autre carte par-dessus, parce qu'il n'y a aucune justification pour avoir besoin de cruauté, ni par rapport aux autres, ni par rapport à vous-même. Alors le 10 de pièce, c'est une carte assez qui représente la ruine, mais c'est une carte assez positive en réalité, parce que ça représente, c'est le moment où on doit faire face à ses peurs les plus profondes. Et donc à chaque fois qu'on fait face à ses peurs les plus profondes, on arrive à une résolution intelligente de quelque chose. C'est-à-dire la peur n'existant pas, mais ayant quand même un pouvoir sur notre comportement. À partir du moment où on fait face à une peur, celle-ci peut se dissoudre. Et donc c'est très important de pouvoir adresser ça à ces peurs. Donc tirer quand même une autre carte par-dessus cette carte pour savoir, une fois que ces peurs sont confrontées, que se passe-t-il?
Après ça, dans les pièces, il y a très peu de questions à poser, je crois. Le travail, la discipline, le pouvoir. Sur la 5, quand même, c'est l'inquiétude. C'est-à-dire, l'inquiétude, c'est projeter des peurs dans le futur, ou projeter un futur, nous projeter mentalement dans un futur qu'on n'a pas envie de vivre. Donc, essayer d'éviter tout ça. C'est aucune raison de s'inquiéter, aucune raison de... disons que bon, 10%, il y a des choses, si vous ressentez quelque chose, il y a des choses qui sont adressées, il faut le faire. Mais 90% des inquiétudes qu'on peut avoir c'est juste de la pollution mentale, c'est des choses on a peur d'un futur qui n'est pas encore là. Donc, pourquoi projeter un futur désagréable, alors que si on développe un peu d'espoir et d'optimisme, qu'à la fin on verra que de toute manière il n'y avait pas vraiment de raison de s'inquiéter parce que tout est toujours en contrôle. C'est aussi une carte qui peut représenter le sentiment de pénurie financière aussi, donc bon, c'est des choses qui peuvent arriver, mais enfin tirer une autre carte pour savoir ce qui se passe une fois que cela peut être résolu. Après ça on arrive au succès. Le 7 de pièces ici, le 7 représente la peur de la défaite, quoi. C'est-à-dire c'est juste, c'est même pas une défaite, c'est la peur de la défaite. C'est-à-dire que, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Failure, ouais. Et donc c'est vraiment tirer une carte par-dessus, parce que bon, c'est juste une question de courage, une question de clarté pour voir qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, quoi. Après ça, le 8, la prudence. Bon, là, c'est la prudence, c'est un petit peu comme une carte blanche, c'est-à-dire c'est la force de vie qui attend de se développer. Savoir que toutes les choses vont se passer, il n'y a rien besoin de faire, il faut se retirer. Ici, là, les gains. Bon, puis après ça, il n'y a pas d'autres questions à poser. Par contre, le fou, je vais revenir sur le fou, qui était la première carte du départ. Le fou, quand on tire le fou, là, l'histoire Crowley nous apprend à poser 4 questions. Quel est le tigre de la peur ? Qu'est-ce que c'est qui vous fait peur? À quoi ressemble-t-il? Deuxième question. À quoi ressemble-t-il? Une carte. À quoi ressemble-t-il? Comment allez-vous faire un saut quantique dans le futur? Troisième carte. Et où votre cœur vous mène? Quatrième carte. Donc tout ça, c'est des questions qui peuvent être évoquées quand vous tirez le tarot pour essayer de développer certains, de clarifier, d'éliminer, de transcender les aspects négatifs du tarot. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été instructive et intéressante. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Merci beaucoup. Namasté.